Bienvenue donc au 10e salon du trading en France. Oui, en France. Ça veut dire que, vu le nombre de personnes qu'il y a tous les ans, que quelque part, la finance, la gestion ne fait pas peur, ou au moins les gens s'interrogent. Donc 7 heures, parce qu'en 1 heure, comment en 1 heure peut-on introduire les options alors qu'il faut des centaines d'heures à la fois d'apprentissage et de pratique pour effectivement être un bon gérant d'options. Moi-même, j'ai fait des options entre 86 et 2000, donc pendant près de 15 ans. J'ai eu la chance de faire du MONEP, Matif, des options Matif, mais après, étant donné que j'étais chez ça, 3 ans de parquet. Un Matif, MONEP, un peu comme notre ami André Malpel. Ensuite, j'étais dans une société qui s'appelle Secret Denrées, où effectivement je gérais des options de change, des options de pétrole, des options de cacao, de sucre. D'accord? Et ensuite, j'étais en banque à l'avance, où là, je faisais donc du forex, du marché d'échange, et des taux, principalement des cap et floor. Alors, pourquoi l'option? Moi, je dirais en 2 mots, cet été, encore une fois de plus, hélas, on a eu les grèves, les manifestations d'agriculteurs, cycle du porc, problématique de prix, gestion des prix. Moi, j'ai 53 ans, 7 mois et 2 jours, et depuis mon enfance, j'entends ces problématiques de guerre des prix agricoles, gestion des prix trop bas, du lait, bon. Eh bien, avec les marchés à terme et les options, et donc de façon générique les produits dérivés, nous pouvons gérer les risques prix des matières premières. C'est ce qui se passe sur la bourse de Chicago depuis 1848. Vous entendez bien, depuis 1848. Des contrats de porc, des contrats de viande vivante, morte, de lait, de jus d'orange et autres. Le risque prix peut se gérer sur les marchés. Alors pourquoi en Europe on ne le fait pas? Parce que ça s'appelle la politique agricole commune. Alors ce n'est pas un discours anti-européen, nullement. C'est juste pour dire que contrairement à ce que certains politiques de gauche comme de droite, parce que vous voyez cette affaire dure depuis très longtemps, des dizaines d'années, nous n'avons jamais voulu en Europe être dans la logique de la gestion des prix avec des produits dérivés, de façon systématisée, avec des centrales d'achat et des logiques de prix. Voilà, ça c'est le bon côté un peu introductif. Je suis désolé de rentrer là-dedans, mais maintenant on va parler des options. Tout ce que vous apprenez ici dans un salon comme celui-là, le scalping, l'analyse technique et autres, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le Delta One. L'engagement ferme. On achète, on vend. Quantité, prix. Vous achetez une quantité à un prix donné, terminé. Si vous êtes dans une mauvaise position, vous êtes collé. C'est ça le jargon. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Votre engagement est ferme. Donc là, on est dans le monde du cash, ou du spot, ou du comptant en français, ou bien on est dans le monde des marchés à terme, c'est-à-dire la même chose, mais translaté dans le temps à terme. Mais la logique du Delta One, c'est l'engagement ferme. Alors pourquoi on appelle ça Delta? Parce que Delta est un concept optionnel. Alors l'option, contrairement à l'engagement ferme, est un engagement conditionnel. Conditionnel, ça veut dire si, if, si. Si telle condition est remplie, alors ça marchera. Si telle condition n'est pas remplie, alors on abandonne. Donc là, c'est bien. Parce que quelque part, quand on prend une position optionnelle, on est dans une logique où effectivement, si on se rend compte qu'on va être collé, on peut abandonner. Donc la logique des options, c'est ça. Ce n'est plus une logique d'engagement ferme, quantité, prix, vous achetez, vous vendez, vous achetez, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1. C'est ça le Delta One.
Alors que là, l'option va graduer, graduation, l'acte d'achat, call, CA2L, l'acte de vente, put, option de vente, entre 0 et 100%. Voilà. Donc l'option, prenons un exemple. Alors je n'ai pas de tableau, mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer d'être le plus pédagogue possible. Prenons par exemple l'euro-dollar. Combien vaut l'euro-dollar en spot en ce moment? 1,14. On va le prendre à 1,14. Le spot est à 1,14. Quand vous faites de l'engagement ferme, vous achetez 1 million d'euros-dollars à 1,14, point barre. Dès qu'il tombe à 1,1399, 99 comme on dit dans le marché, vous perdez 1 point. 90, vous avez perdu 10 points, et ainsi de suite. S'il monte, 0,1, 0,2, vous gagnez. Delta 1. Par contre, l'option, si vous achetez un call, 1,14. 1,14, ça s'appelle le prix d'exercice, le strike price, prix d'exercice. Donc là, vous avez le droit, et non l'obligation, comme on dit dans les livres, d'acheter cet euro-dollar à 1,14. Quel que soit le cours de niveau de spot futur, vous serez long, comme on dit dans le jargon, d'euro-dollar à 1,14. Que le marché soit à 1,12 ou à 1,18. Donc vous comprenez tout de suite que si le marché est à 1,18 et que vous avez un call 1,14, vous allez pouvoir l'exercer. D'accord? Parce que là, vous vous retrouverez acheteur d'euro-dollar à 1,14 et vous pourrez tout de suite le revendre à 1,18. Donc vous aurez gagné 4 figures ou 400 points de base et là vous serez content. Sauf que, évidemment, ce cas de figure, il est défrayé du prix de la fameuse prime d'option que vous avez acheté au départ, le premium, qui est calculé de façon, on va dire, assurantielle. Alors vous avez la formule Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein et autres plaisirs mathématiques. Mais il faut bien comprendre que ces valorisations d'options valorisent finalement quoi? Premièrement, une valeur intrinsèque, parce que là actuellement, le call 1,14, quand le marché vaut 1,18, il vaut au moins 0,04. Parce que s'il valait 0,03, moi j'en fais des milliards. Si le call 1,14, quand le marché vaut 1,18, valait 0,03, ça vous ferait un point mort à 1,17, que vous pourriez immédiatement revendre à 1,18, puisque le marché est à 1,18. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le marché d'options est un marché entre guillemets parallèle. C'est un marché connexe. C'est un marché dérivé. Alors ça ne veut pas dire que c'est un marché virtuel, contrairement aux âneries qu'on peut entendre depuis des dizaines d'années maintenant. C'est un marché parallèle qui représente au plus juste ce marché sous-jacent qui est le marché du spot, là en l'occurrence le marché d'échange. Alors, idem pour les actions, pour les indices boursiers, vous connaissez, CAC 40, Standard & Poor's, mais également sur les matières premières. Alors là, évidemment, on ne va pas rentrer dans la polémique, on n'est pas là pour assoiffer ou affamer qui que ce soit, mais pour gérer des risques avec des produits dérivés, en face de positions dites comptantes ou cash, comme pourraient faire les producteurs de porc en Europe, et pas qu'en France, si on leur laissait réellement la possibilité de le faire comme aux États-Unis. Donc, reprenons. Call 1,14, quand le marché vaut 1,18, il vaut au moins 0,04. Parce que s'il valait 0,03, on voit tout de suite qu'il y a un arbitrage immédiat à faire. Mais vaut-il que 0,04? Bien sûr que non. Parce que comme il a une échéance à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il faut savoir que sur le marché d'échange, vous pouvez avoir des échéances tous les jours. Tous les jours. Même 2 fois par jour, il y a des horaires de Tokyo, des horaires de New York. Il y a une place qui se libère, donc quelqu'un peut venir vite, s'il vous plaît, chaise musicale. Vous avez ce que l'on appelle cette fameuse valeur temps. Alors, la terminologie valeur temps, qui est dans les livres, je trouve est assez incomplète, parce qu'on a l'impression que c'est uniquement le temps qui fait qu'il y a ce surplus de valorisation de l'option par rapport à la valeur intrinsèque. On devrait l'appeler un peu le coussin de sécurité ou l'airbag
Parce que n'oublions jamais que le vendeur de l'option, lui, quelque part, n'est pas sécurisé. Il touche la prime, mais c'est l'acheteur de l'option qui exerce. Quand vous exercez un call en tant qu'acheteur de call, vous vous retrouvez acheteur de l'euro-dollar. Et si vous avez eu un put euro-dollar 1,14, vous seriez retrouvé vendeur à 1,14. Ce que, évidemment, vous ne ferez jamais si le marché est à 1,18. Parce que aller vendre à 1,14 si le marché est à 1,18, c'est que vraiment, soit on est fou, soit on est malhonnête. Parce que quand on fait des audits de position, justement, des options dites en dehors de la monnaie, out, le put 1,14 quand le marché vaut 1,18, et qui sont quand même exercés, c'est-à-dire se retrouver vendeur à 1,14 quand le marché vaut 1,18, là il y a quand même un problème. Sauf que si vous avez un complice en face de vous qui est dans l'autre position, vous faites ce que l'on appelle une bouilloire. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs l'une de mes grandes préconisations que je fais pour les contrôleurs de marché, les auditeurs de marché, c'est que ça a été des anciens traders, des anciens gérants, un peu épuisés par le métier de front office et qui quelque part pourraient faire une tour de contrôle peut-être beaucoup plus efficace que des auditeurs un peu jeunes, non aguerris. Mais bon, ça c'est une remarque de mode de fonctionnement et de gouvernance. Et s'il y avait une revalorisation de ce type de métier, également. Mais en 2015, les choses sont quand même en train de s'équilibrer, surtout après la crise de 2008. Enfin de 2007, on devrait dire, 9 août 2007. Hein, tout le monde dit 2008, mais ça a commencé le 9 août 2007. Donc, les options vous permettent d'acheter donc par exemple de l'euro-dollar, d'en vendre, mais si effectivement le marché ne va pas dans le sens que vous voulez. Quand vous êtes sur une position ferme, Delta One, ben quelque part, ben vous êtes collé. Alors, et c'est pour ça qu'on vous fait des tas de cours d'analyse technique et tout. Parce que justement, le Delta One, c'est quelque part, c'est un peu comme du... c'est très sportif. Et donc, il faut être le roi de l'analyse technique et des situations de spot. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur sur du Delta One, ben, vous perdez, cash. Là, quand vous vous trompez, vous rentrez dans une logique de gestion et non pas de pur prop trading. C'est-à-dire en clair, si vous achetez un call 1,14, bon, et que le marché tombe à 1,12, si vous étiez long acheteur d'euro-dollar à 1,14 sur du fer et à 1,12, immédiatement vous perdriez deux figures, 0,02, et terminé. Et en plus, comme en général, on vous met un effet de levier dessus, le 0,02, il est au moins x10 ou x20. Tout dépend des effets de levier qu'on vous donne sur certains sites. Donc attention, à partir du moment où on fait de l'option, on rentre plus dans une logique de gestion. Alors, gestion et trading, moi à mes yeux, c'est un peu pareil. C'est juste la temporalité qui n'est pas la même. C'est prendre des positions. Hein, ça, il faut bien comprendre. Le pur prop trading, comme on l'apprend ici, le scalping, c'est parfois à la seconde. Là, on peut rentrer dans des stratégies de gestion. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire du pur trading d'options, un peu comme du Delta One. L'avantage des options, c'est que vous allez pouvoir faire toutes les techniques de trading qu'on vous apprend ici, plus des techniques de gestion et d'agrégation de gestion. C'est ça qui est intéressant. Alors, maintenant, bon, je pense que tout le monde avait compris call put, in the money, dans la monnaie, en dehors de la monnaie. Moi j'aime bien dire en jeu et hors jeu, je pense que les gens comprennent. Quand une option est en jeu, c'est qu'elle est exerçable avec profit évidemment. Quand elle est hors jeu, c'est que comme son nom veut bien dire, c'est qu'elle n'est pas dans le coup, que ça ne vaut pas la peine de la faire, on va l'abandonner. Eh bien justement, ce qu'il y a de très bien, c'est que depuis 1972, sur le Chicago Board Option Exchange, c'est-à-dire la partie option de ce fameux marché de Chicago créé en 1848, non seulement on va pouvoir acheter des options, on va pouvoir les exercer, ça c'est des options non négociables, mais depuis 1972, donc depuis 43 ans, on va pouvoir les acheter et les revendre en tant que telles. C'est ça l'avantage. Une option, on va pouvoir l'acheter, éventuellement exercer, mais si finalement elle ne fonctionne pas, plutôt que de l'abandonner et de perdre entièrement sa prime, on va pouvoir la revendre. Et c'est ça qui est bien.
c'est le caractère de négociabilité des options qui est extrêmement intéressant et qui va vous permettre à vous de pouvoir faire du trading d'options, pas uniquement sous mode de gestion, on va exercer l'option pour après se retrouver dans une gestion de Delta One. C'est le fait qu'on va pouvoir acheter et revendre les options en tant que telles qu'on va pouvoir faire du pur trading d'options. Alors, il faut bien comprendre une chose. Le trading d'options, acheter, vendre des options, call, put, on va pouvoir faire des stratégies, des call spread, des put spread, des calendars, des butterfly, des condors. Alors, toutes ces stratégies peut-être que vous avez lues dans des bouquins, mais qui pour un optionneur professionnel ne sont que des cas particuliers d'une gestion globale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Butterfly, condor, enfin, vous verrez, donc un butterfly, c'est que vous achetez par exemple un call 1,14, vous vendez deux calls 1,15, vous achetez un call 1,16, bon, des tas de trucs comme ça. Condor et tout ça. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ça, ce sont des stratégies complexes. Mais en fait, ce sont des cas particuliers où vous avez effectivement des diagrammes qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça, et ainsi de suite au niveau du résultat. Mais en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est de gérer ces options en delta, en gamma, en theta et en véga. Il parle grec, ce monsieur. Non, pas encore, c'est à la prochaine conférence à 13h30 qu'on parlera de la Grèce. Et du Grexit, et aussi du Brexit, vous savez, les Anglais. D'ailleurs, c'est le début de la Coupe du Monde. Vous savez, bon, petit aparté. Donc, le fameux delta. Donc le delta d'une option, justement, il n'est pas de 1. Pourquoi le delta d'engagement ferme, il est égal à 100%? Parce qu'une position, elle est 100% d'elle-même. Le delta est l'indicateur de position. Donc si vous avez une option in the money très en jeu, son delta va se rapprocher de 1, de 100%. Prenons un exemple. Le spot, là, vaut 1,14, un call 0,80. Un call 0,80, c'est donc le droit d'acheter à 0,80. Elle vaut au moins 1,14 moins 0,80, c'est-à-dire 0,34, ce qui est une fortune. C'est-à-dire en clair, vous payez tout de suite ce que vous voulez avoir un call à 0,80, ce qui actuellement n'a aucun sens, d'une certaine façon. C'est vraiment pour vous expliquer. Elle vaut au moins 0,34 plus la valeur temps. Et on va dire, on arrive à 0,38. D'accord ? Le delta de cette option-là, il sera quasiment de 100%. Quand vous avez un call 0,80 en portefeuille, c'est comme si vous aviez du spot. Donc delta très proche de 100%. Pourquoi il n'est pas égal à 100%? Même le call 0,80. Tout simplement parce que si le spot baisse, si justement il va à 1, à 0,90, voire à 0,80, quel va être le delta de notre call 0,80? Eh bien, ce delta va baisser tout autant. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Contrairement à toutes les techniques qu'on vous apprend ici d'engagement ferme, le Delta One, les positions que vous prenez sont toujours immuables. Vous achetez par exemple 100 contrats de CAC 40, vous avez 100 contrats de CAC 40, terminé. La seule chose qui varie, ce sont les prix. Vous savez bien, ça s'appelle les cours de bourse. Alors que là, dans ce monde d'options, tant que l'option est option non exercée, parce que quand elle est exercée, elle est devenue ferme, eh bien, le delta, c'est-à-dire sa position même, varie. Ce qui veut donc dire que quand on fait du trading d'options en tant que tel, c'est-à-dire qu'on les achète ou qu'on les revend en tant que tel, il va falloir tenir compte en permanence de la variation de ce delta. C'est-à-dire de cet équivalent position. Et c'est pour ça que l'on rentre dans des techniques de gestion beaucoup plus complexes. Les gens qui voudraient faire du trading d'options, comme ils font du trading de futur, de contrat à terme, c'est une grave erreur, c'est une hérésie. Le trading d'options, c'est un pilotage en delta, en gamma. Alors le gamma, c'est quoi? Le gamma, si vous avez des souvenirs de cinématique ou de physique, c'est l'accélération. C'est donc la variation de ce delta. Parce que comme je vous ai dit, le call 0,80, aujourd'hui, il a un delta de 0,999. Mais admettons que le marché baisse à 1, à 0,90, voire à 0,80. Eh bien, ce delta
va fondre comme neige au soleil. Si c'est à 0,80, il sera à la grosse louche à 0,50 le delta, 50%. C'est-à-dire que la position que vous aurez, même si vous avez 1 million d'euros dollars en nominal, pas payé, hein, vous ne payez pas 1 million d'euros dollars, vous payez juste la prime, qui est un pourcentage, par exemple à 1%, la prime d'option pour 1% par exemple, sur un nominal d'1 million d'euros dollars, donc là c'est beaucoup plus à la portée du particulier. Enfin, certains particuliers ont des millions de dollars, hein, mais ça c'est un autre débat. Vous savez, dans les banques d'investissement, ça s'appelle des no-name accounts. C'est-à-dire que quelque part, vous avez des fonds dédiés optionnels en no-name account. Je ferme la parenthèse. Là, vous vous retrouvez dans une situation où la position ne va pas rester stable. Alors, vous allez me dire, mais non, mais pas du tout. Quand on achète des options, il faut attendre que le marché bouge et ensuite on va l'exercer. Bon, mais non, ça c'est pas du trading d'options. Ça c'est singer un contrat futur et c'est mal utiliser les options. Quand on fait des options en trading, il faut les acheter et les revendre en tant que tel. Mais il va falloir tenir compte de ce delta et surtout de cette variation de delta. Donc, si le delta passe de 100%, enfin de 99,9 à 50%, il y a donc bien une variation de ce delta, et c'est donc le gamma qui mesure cela. Voilà. Ensuite, vous avez le θ, tout ça c'est du grec, hein, θ, l'incidence du temps par rapport à la prime d'option. Comme la logique assurantielle, vous avez remarqué que plus vos assurances sont longues, plus elles sont chères, ce qui est un peu normal parce qu'elles couvrent un risque d'être exercé ou de ne pas être exercé pour effectivement une option. De même que plus une assurance vous couvre de risques, plus c'est cher. En d'autres termes, plus le prix d'exercice est dans la monnaie, plus ça sera cher. C'est la même logique que la technique assurantielle. Je suis très rapide, je n'ai qu'une heure en tout pour expliquer des milliers d'heures de formation et de technique. C'est vraiment une introduction. Donc tout ça veut dire que quand on veut faire du trading d'options, il faut apprendre ces fameux grecs. Le θ, c'est l'impact du passage du temps sur la valeur des options. D'accord? Et ensuite, cerise sur le gâteau, le Vega. Le Vega, c'est quoi? C'est l'impact sur les options de la volatilité. Parce que vous allez remarquer une chose. Le gamma, c'est l'accélération. Donc, quand on achète une option, quand on achète par exemple un call 1,18, le marché vaut 1,14. Elle est out celle-là, le call 1,18. Tout à l'heure, je travaillais avec le call 1,14. Là, on prend le call 1,18, le marché vaut 1,14. C'est qu'on pense que ça va monter. Qu'est-ce que l'on souhaite quelque part? C'est qu'il y aille à ce prix d'exercice, 1,18, voire 1,19, voire 1,20. Alors, on peut la revendre avant. C'est-à-dire que si vous achetez un call 1,18, quand le marché vaut 1,14, s'il va à 1,17, vous pouvez déjà la revendre, avant même que ça vaille à 18. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. On n'est pas obligé d'attendre que le prix d'exercice soit atteint pour revendre son option. C'est-à-dire que si vous achetez un call 1,18 quand le marché est à 1,14, le marché va à 1,17, mais après, comme vous êtes un as de l'analyse technique, ou vous allez le devenir, vous voyez que le marché va rebaisser. Alors, plutôt que d'attendre et après que ça baisse et que ça remonte, comme on fait sur les marchés à terme. Parce que justement, contrairement au marché à terme ou au spot, s'il baisse et qu'après il remonte, ça ne fera pas pareil. Parce que justement, en option, il y aura eu l'effet θ, c'est-à-dire l'effet temps contre soi. Le temps aura passé, et même si on se retrouve aux mêmes conditions, c'est-à-dire par exemple le marché va à 1,17, il revient à 1,16, et 10 jours après il revient à 1,17, eh bien, je peux vous dire que la valeur d'option 10 jours plus tard, au même niveau de spot, ne sera pas le même. En d'autres termes, ce que l'on appelle la valeur temps, le surplus par rapport à la valeur intrinsèque, aura diminué parce qu'il y aura eu 10 jours de moins. Donc là, on est dans un trading où si un jour vous avez une valeur d'option, c'est pas dit que ce prix-là soit de nouveau atteint à un moment ou à un autre de la vie de cette option. Ce qui veut dire qu'on est vraiment comme dans la logique du lait sur le réchaud et qu'on ne veut pas qu'il déborde, il faut être extrêmement vigilant. En d'autres termes, passer son temps à ça, j'ose le dire. Alors vous me direz quand on fait du delta one aussi,
vous le savez, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent vraiment le Delta One en cash sans couverture, parce que l'option va permettre aussi de faire de la couverture. Ça, j'essaierai d'expliquer en fin de parcours, de couverture par rapport à des positions Delta One. Mais parlons du pur trading d'options. C'est-à-dire qu'en clair, vous, ce qui vous devez être vigilant par rapport, je dirais, au Delta One, c'est vos seuils techniques, est-ce qu'ils sont touchés, le RSI, les bandes de Bollinger, et tout le type de l'analyse technique. D'accord? Là, en option, la logique va être différente. Bien sûr, vos connaissances d'analyse technique vont être indispensables, évidemment. Mais là, on est dans une logique de valorisation d'un actif, et non pas d'un pur prix. C'est-à-dire que si vous un 17 à ce moment-là, alors qu'il y en avait un call à 14, là, il est déjà bien gagnant. Si le marché rebaisse un 16, qui revient à un 17, 15 jours après, eh bien, certes, vous serez gagnant, mais moins que 15 jours avant. Alors, vous voyez, c'est vraiment regrettable, parce que quelque part, si vous n'avez pas pris votre profit à un 17 la première fois, vous avez loupé le coche, que certes, il redescend à un 16, donc là, le col 14, il baisse encore plus, mais qui revient à un 17 15 jours après, vous vous direz, non seulement j'ai eu 2 semaines de plus, et en plus, je gagne moins. Absolument. Absolument. Alors, vous me direz, mais si on était vendeur, dans l'autre sens, effectivement. Parce que, alors là, attention, là on rentre dans les zones dangereuses. Il y a des gens qui vont se dire, oui, mais là, ce qu'il nous dit là, le fameux effet temps, qui est contre soi quand on est acheteur d'options. C'est le principe du Pac-Man, ça grignote, c'est le θ, ce qu'on appelle le θ négatif. C'est-à-dire qu'à chaque seconde qui passe, la valo grignote. C'est-à-dire que vos options, quand vous les quittez le vendredi soir, le lundi matin, même si le spot est au même niveau, même si la volatilité est au même niveau, eh bien, le portefeuille n'a plus la même valo. Le θ négatif du week-end a fait son œuvre. Ce qui veut dire que, il faut mettre, non, mais ça c'est quand on fait du trading d'options avec plein d'options, hein, vous n'avez pas. Au départ, il faut commencer petit, c'est-à-dire avec une option, 2 options, 3 options, bien s'acclimater à ce trading-là, d'accord? Et après, on commence à faire des stratégies dites plus complexes. En fait, c'est une logique de trading où vous faites à la fois du propre trading comme en Delta One, mais également de la stratégie de la gestion. Ça combine les deux. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, bien évidemment. Donc, reprenons l'exemple. Vous êtes vendeur du call à 18, et comme ça, en position sèche. Le spot vaut un 14. Donc vous la jouez, vous encaissez la prime. Mais là, le marché monte à 17. Donc là, je peux vous dire, la valo, vous l'avez contre vous. Vous commencez à avoir chaud aux fesses, surtout si vous ne l'avez pas couvert. Le marché tombe à un 16. Et s'il revient à 17, vous pourrez effectivement, après la laisser vivre sa vie jusqu'au bout. Eh bien ça, c'est très facile à dire dans les salons. Mais je peux vous dire, le vivre sans le couvrir en vendant des options, c'est très chaud. Je vais vous citer un exemple où il y a prescription aujourd'hui. Au démarrage du Monep où j'étais, parce que moi j'étais sur le natif en 86, et le 10 septembre 87, on avait le parquet du Monep où j'étais présent avec une veste verte. Tous les étudiants chaque année me voient en veste verte. Des market makers, c'est chez Massonneau Fontenay à l'époque, le 45 pour les initiés. Bon. Et il y avait un gars, très brillant personnage public, dont je dirais le nom, je peux vous assurer que cette anecdote est parfaitement réelle. Au départ, il y avait Elf Aquitaine qui n'existe plus, total, il y avait Peugeot, et il y avait Lafarge Copé. C'était les 3 premières options sur le Monep. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, après il y a eu les options sur indice et tout le touti. Eh bien, il y avait des échéances dites standardisées, septembre, décembre, mars, juin, 4 échéances trimestrielles, c'était donc un marché standardisé, blablabla, avec chambre de compensation, toutes ces choses que vous devez apprendre. Bon. À 4 jours de l'échéance de décembre 87, cette personne vendit pour 30 000 francs, parce que c'était des francs français, d'un call Peugeot, qui était donc out. Alors admettons, franchement je ne me rappelle plus des cours, admettons que le cours était à 100,
et qu'il avait vendu des cols 120, admettons, à 4 jours de l'échéance. Et la prime, il avait touché 30 000 francs. Eh bien, sans couverture. 2 jours après, il y a eu une annonce sur Peugeot. Franchement, vraiment, je ne sais plus. Je me rappelle juste de l'anecdote de la tôle qui s'était pris. Et je peux dire que ça, il s'est vacciné à jamais d'avoir fait ça. Il y a une place qui s'est libérée. Donc, si quelqu'un veut venir, merci. Bonjour, monsieur Pérez, ça va? Eh bien, 2 jours après, les options valaient, je sais plus, le prix a monté bien au-delà de 120, admettons 140. Et évidemment, ils ont voulu les racheter, parce que quand on est vendeur initial, il faut se racheter. Sauf que là, ils les ont rachetés à 200 000 francs. C'est en clair, perte 170 000 francs en 4 jours. Toucher 30 000, pensez toucher 30 000 francs, parce que le gars, il pensait se faire ses 30 000 francs par mois, comme ça, en vendant des options 3 jours avant l'échéance, suffisamment beaucoup. Ça peut se faire éclater. Alors, dans les livres, quand on vous dit vente d'options non couvertes, perte dite illimitée. Bon, c'est peut-être pas illimité, mais quand on a touché 30 000 et qu'on perd 170 000 en 4 jours, je peux dire que c'est genre de truc, vous faites jamais plus. Alors, j'ai jamais dit que jamais le faire. Mais parce qu'en clair, ils avaient dormi. Si vous vous amusez à vendre des options, en dehors de la monnaie, même à 4 jours de l'échéance, qui vous rapporte, allez, admettons, 10 000 euros. C'est possible, on en vend pas mal quand même. Et vous avez intérêt, les 3 jours qui suivent, à être tout le temps sur le marché, et dès qu'il y a le moindre signe qui va faire que ça va trop monter, vous rachetez tout de suite. Voilà, il faut vraiment être au taquet, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, dessus, pour éviter ce genre d'incident, pour rester poli. Voilà. Alors, ce qui veut dire que finalement, monsieur, vous nous encouragez à finalement n'acheter que des options. On va pouvoir en vendre si effectivement en face, on a également un achat. Ah. Parce que le problème de l'achat d'options, mais c'est quoi? C'est qu'il faut payer. Il faut payer la prime. Vous savez, c'est toujours... Il y a 2 jours, il y avait la rentrée du pôle training de la CSK, donc 28e promotion, donc je suis l'un des fondateurs. Le fils de M. Malpel, d'ailleurs, a fait cette formation en 2012. Tarek Elmari est un promo 2003, ça a été mon étudiant. Et notre ami Maxime Milcan, qui sera là en 2008, donc était aussi mon étudiant. Ils ont tous été mes étudiants, plus de 1360 désormais en 28 promos. Bon. Donc, on va pouvoir vendre des options en en achetant derrière. Donc là, on rentre dans la logique du spread, de l'écart. Prenons un exemple. L'euro-dollar est à 1,14. Plutôt que d'acheter un call 1,18, là, il faut être bullish, vraiment. Ou alors il va à 1,17, on le revend, on en fait un autre. Pourquoi on n'achèterait pas un call 1,14 et on vendrait un call 1,18 qui va financer partiellement, puisque vous remarquerez, le call 1,18 est plus out que le call 1,14, ou alors on peut dire que le call 1,14 est plus in que le call 1,18. Donc plus une option est in, plus elle est chère, plus une option est out, moins elle est chère. Plus une option est chère, plus son delta est grand, c'est-à-dire son équivalent en position. Plus une option est pas chère, plus son delta est petit. Un call 1,80 par exemple, c'est une option qui a un delta de 0,1%. Tellement elle est loin. Mais elle vaut que dalle. D'accord? Pas grand-chose. Et si vous achetez un call 1,80, alors c'est là où des gens vous vendent des digitales, des binaires et autres produits qu'il faut utiliser quand on sait faire. Parce que le problème, c'est ça. Moi, vous savez, il y a 3 ans, le 22 septembre 2012, j'avais fait une conférence sur les binaires, les exotiques et tout. Avant de faire ça, faites des petites options vanilla classique. Pourquoi on dit plain vanilla, pourquoi on dit pur sucre. Bon, voilà, c'est classique. Et après, on va aller sur des options, on va dire, un peu plus élaborées. Mais avant de s'amuser à faire des binaires, apprenons, je dirais, la codification du trading pur et dur d'options, qui n'a rien à voir avec le trading du futur. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre.
tout ce que vous apprenez là, je vous dis, cash futur, Delta One. Le trading d'options, c'est autre chose. Donc, le spread. Vous achetez un call à 14, vous vendez un call à 18. Alors là, ça va faire quoi? Eh bien, déjà, le coût au départ va être beaucoup plus faible. Et l'idée, d'une certaine façon, c'est que si ça va à un 17, ben, vous n'êtes pas exercé sur le call à 18. N'oubliez pas que vous êtes vendeur du call à 18. D'accord? Vous êtes vendeur du call à 18. Donc, à 1,17, mais vous avez le call à 14, donc vous êtes acheteur. Et donc, vous allez pouvoir revendre tout le spread. C'est-à-dire revendre le call à 14 et racheter le call à 18. Et vous verrez que vous serez gagnant. Et vous n'aurez pas eu besoin d'attendre 1,18. C'est une autre méthode. Donc, on peut, en tant que débutant en options, vendre des options qui vont financer partiellement les achats d'options qui, elles, seront la main de votre trading. Parce que ça veut dire quoi avoir la main? C'est-à-dire la possibilité ou d'exercer ou de revendre. Alors que quand on vend des options, la fonction de ces ventes d'options, comme vous touchez la prime, permettent quelque part de financer, tout du moins partiellement, les achats. Et c'est là où il y a des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais si on en vend plus, ça fera prime zéro. » Et oui, la fameuse prime zéro. On achète un call à 14, admettons que le call à 18 vaille, pour prendre des exemples simples, 2 fois moins cher que le call à 14, et si on vendait 2 calls à 18 pour financer le call à 14 acheté? Alors effectivement, c'est tentant. Mais si le marché gicle à 1,22 et que évidemment on a négligé ses positions, en clair tout ce qu'il ne faut pas faire, il se passe quoi là? Eh bien, à 1,22, vous n'avez rien fait, vous avez fait une gestion statique. Alors que le trading, je vous rappelle, c'est une gestion dynamique, et ultra dynamique. Et il vaut mieux dans ce genre de sport. Admettons que vous n'ayez rien fait. Eh bien, à 1,22, vous exercez votre unique call 1,14. Alors effectivement, là, vous gagnez 8 figures, 0,08, fois le nominal. Alors là, ça peut être énormément d'argent, tout dépend de la taille du nominal. Mais le call 1,18, rappelez-vous, vous en êtes vendeur. Vendeur du coup. Mais là, vous en avez 2. Donc 1,18 à 1,22, vous perdez 0,04 fois 2. Donc ça fait 0,08. Donc dans cet exemple, vous n'avez rien perdu, mais vous n'avez rien gagné. Certes, j'avais fait un peu exprès. Alors les gens, ça va les rassurer. Enfin, entre nous, c'est un peu idiot. Vous avez fait 8 figures entre 1,14 et 1,22 et vous n'avez rien gagné. Si ce n'est laisser peut-être des courtages à des courtiers, machin. Quel épuisement. Mais par contre, à 1,26, là, vous prenez 4 figures de plus, fois 2, c'est-à-dire 8 figures, et l'autre, ça ne monte que de 4 figures, et ainsi de suite. D'accord? Et puis, entre nous, le call 1,18, c'est pas un ratio 1,2. Entre 1,14 et 1,18, ça sera plutôt du 1,5. Comme ça, la grosse touche. Vous allez me dire comment je fais pour estimer les options. N'oubliez pas que j'en ai fait 15 ans, et que ça fait aussi, ça va être ma 28e année que je vais faire un cours d'options, qui dure plus de 60 heures, donc, à l'école pour les Master 2, Trading, Finance, Négoce et Gestion d'actifs. Donc j'ai un peu l'habitude, donc je dis pas ça pour crâner. Je dis ça tout simplement pour l'apprentissage des optionneurs et les gens qui font une confiance aveugle aux ordinateurs. Les ordinateurs, en général, eux ne se trompent pas au niveau des valorisations, des séries d'options, de prix d'exercice, de volatilité. Vous avez des milliers de chiffres partout. Le seul problème, c'est l'humain. Enfin, c'est pas un problème, l'humain, mais l'erreur humaine. Imaginez que dans votre logiciel d'options, vous avez 100 options, vous êtes devenu aguerri dans les options, blablabla. Super, vous avez compris le delta nut, la gestion gamma, delta, vega, super. Vous faites un mauvais input de volatilité ou de risque reversal ou de skew factor. Vous voyez, je suis très technique. C'est ultra technique tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle pas. Parce qu'il faut vraiment s'y mettre. Je vous rappelle que par exemple le Hull est un livre qui fait à peu près 1000 pages. Vous avez le Poncet aussi qui fait dans les 1000 pages. Donc il y a vraiment de la matière.
Aujourd'hui, je peux vous dire, il y a beaucoup à faire. Alors certains vont dire aussi, et c'est ça aussi la grave erreur, ah mais les options c'est des mathématiques. Oui, pour les valoriser. Oui, pour le middle office. Oui, pour le back office. Mais pour le trading, j'ose dire non. Parce que le trading, c'est toujours pareil, il faut avoir le sens du marché, et le sens de la volatilité, la connaissance, la compétence. Alors quelque part, il faut avoir les compétences de la valorisation, mais surtout la compétence du trading. Mais, même si on fait confiance aux ordinateurs et tout, parce que de toute façon, on peut travailler que comme ça. Je vous rappelle quand même que le LEM d'Apollo 11, en 1969, donc le high-tech des ordinateurs de l'époque, c'était, vous en tenez, restez assis. Aujourd'hui, dans votre portefeuille, vous avez des gigaoctets, des téraoctets, des ordinateurs qui font de 5 cm de haut. Le LEM de l'époque, c'était 4 kilooctets. Vous entendez, kilo, pas méga, pas giga, 4 kilooctets. Et encore, c'était 4 fois plus que l'IBM de 1967. IBM, 1 kilooctet. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec une casserole sur la Lune, enfin, en termes d'ordinateur. Voilà, donc c'est grâce finalement aujourd'hui au progrès hallucinant de l'informatique, des nouvelles technologies, tout team, depuis une quarantaine d'années, qu'effectivement on peut faire une gestion des risques de cette façon-là. Parce qu'il faut bien comprendre que cette gestion avec des produits dérivés, gestion des risques, et qui peut être faite sur les produits agricoles, et par des agriculteurs et par des groupements, ce qui est fait aux États-Unis depuis 1848, oui, ça, je reprends le début de la conf, tellement c'est hallucinant. Effectivement, c'est une gestion moderne, une gestion adaptée à l'évolution permanente des actifs, 24 heures sur 24, parce qu'il en est ainsi. Alors vous savez, tous les gens qui vont décrier la finance et la gestion, ben, on supprime la finance, on supprime la monnaie, on revient au barter et au troc. Hein, comme à la préhistoire, quoi. Et après, ben, alors, comment on évalue les échanges? Ben, de façon fausse. Ben, de façon, on va dire, arbitraire. De façon népotique. Alors que le chiffre, le calcul, il ne fait ni politique, ni philosophie, ni religion. 2 plus 2 égale 4. Qu'on soit content ou pas content, petit, jeune, vieux, et de toutes conditions. Donc le calcul, la science, c'est le progrès et c'est l'équité des échanges. Encore faut-il les comprendre et les maîtriser. Donc tout ça pour dire que la valorisation des options, ce qu'il faut, c'est effectivement, s'il y a une erreur d'input dans un ordinateur ou une bécane, si vous, dans votre tête, vous avez les prix, pas évidemment à la virgule près, mais si vous savez qu'une option vaut 1,30%, entre 1,30 et 1,40, tellement vous en avez fait, et qu'elle est valorisée de 2,40 ou 0,40, il y a un blême, il y a peut-être eu une erreur d'input. Si vous n'avez pas les prix dans votre tête, ben quelque part, soit vous faites arnaquer par un courtier malveillant, parce que ça existe, hélas. Mais le problème de la finance, c'est pas la finance, c'est la malveillance de certains humains. Ça, je résume beaucoup de comptes là. C'est souvent ça. La finance en elle-même, elle est neutre. N'oublions jamais ça. La neutralité de la monnaie, ça s'appelle, quand on fait des études. Mais en pratique, c'est neutre. Donc, le spread, 1,14, 1,18. 1,14, 1,18, le marché vaut 1,17, vous le revendez. Donc, leçon à ce niveau-là, on ne s'amuse pas à vendre des options sèches, des net options comme on dit, ou des writing options. On les vend si en face, on a un achat d'options. Attention, si on s'amuse à faire du ratio, c'est-à-dire du 1 contre 2, pourquoi pas? Prime 0 au départ. C'est vrai que si on achète un col 1,14 et qu'on vend X col 1,18, admettons 2, tel que l'ensemble au départ fasse prime 0, il va falloir être extrêmement vigilant pour que effectivement, comment dire,
ben, on ne se fasse pas coller à 1,22, 1,23, 1,24, c'est-à-dire qu'on déboucle la position de suite. Ce qui veut donc dire que, comme dans tout trading, alors là, c'est vraiment le point d'accord entre le trading Delta One ferme et le trading d'options. Ça va être la liquidité du marché. Parce que la liquidité du marché, ça veut dire quoi? Ça, c'est des termes un peu technocratiques ou d'économistes. La profondeur du marché, la liquidité du marché. Mais ça veut dire que justement, sur du trading comme ça, où on doit être extrêmement vigilant, surtout quand on prend des positions un peu dangereuses, comme on prend des options sèches ou des trucs comme ça, en clair, il va falloir à n'importe quel moment pouvoir se déboucler. Et donc qu'il y ait une liquidité, qu'il y ait des market makers, donc des teneurs de marché, qui assurent la liquidité. Et donc des banques, et comme justement les banques aujourd'hui ont plus de règles prudentielles, des hedge funds. Vous savez, les hedge funds sont très critiqués, mais ils assurent en grande partie le travail de liquidité que les banques font toujours, hein. Attention, je n'ai pas dit ça, mais font un petit peu moins qu'il y a quelques années, à cause des règles prudentielles. Alors je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de règles prudentielles, il faut des règles prudentielles même sur les fonds. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup d'acteurs pour qu'il y ait de la liquidité du marché, donc de la profondeur de marché, pour pouvoir acheter et vendre à bon prix. Parce que quand il n'y a pas de liquidité de profondeur, et en option en particulier, mais en clair, ben, vous voulez vous racheter. Admettons qu'il n'y ait qu'un intervenant. Le gars, il dit, ben, j'aime pas les virgules, hein, on va faire que des chiffres ronds. Mettons qu'il n'y ait qu'un seul contrepartie. Pourquoi s'emmerder avec des virgules? Ça me rappelle le sketch de Jean-Yann. Il y a une place qui s'est libérée, ici devant, vous pouvez venir. Eh bien, je ne prends pas les départementales, hein, je prends que les nationales. Et bien là, ça serait pareil s'il y avait très peu d'intervenants. On ferait comment? Alors que là, s'il y a une multitude d'intervenants, bien calibrés, bien, comment dire, régulés, mais régulés de façon intelligente. Pas le douanier zélé ou l'arbitre zélé qui va siffler toutes les 30 secondes. C'est ça la bonne régulation. La bonne régulation, c'est qu'il y ait une régulation. Il est normal qu'il y ait des arbitres. On ne crache pas sur l'arbitre. Un peu d'éducation, même beaucoup d'éducation. Que l'arbitre soit intangible, loyal et efficace et bien payé pour éviter justement la corruption. Parce que c'est tout ça les problématiques. Les vraies problématiques, elles sont là. Donc, pour en revenir à notre trading d'options, assurez-vous que les options sur lesquelles vous allez, il y a suffisamment de liquidité. Donc, voilà. Donc, commencez. Alors, il y a des gens qui vous diraient, on va commencer par ce qu'on appelle des straddles. On va parler des straddles, peut-être que vous avez entendu parler des straddles. Alors, il y a deux types de straddles. Il y a le straddle de terme, de marché à terme. C'est-à-dire, par exemple, acheter du mars, vendre du juin. Ça, c'est les straddles de terme. Mais les straddles optionnels, c'est acheter un call, acheter un put. Même prix d'exercice. Là, dans notre exemple, acheter un call à 14, acheter un put à 14. Le seul problème du straddle, à la monnaie, comme on dit, puisqu'il vaut 1,14, et que le spot vaut 1,14, à la monnaie spot, pour être sexy, et non pas à la monnaie forward, mais bon, là, je deviens un peu trop technique, je pense, c'est qu'il va falloir payer, entre guillemets, double prix. Vous achetez un call à 14, vous achetez un put à 14. C'est super, parce que si le marché monte, vous allez être gagnant, moins la double prime. Si le marché baisse, vous allez être gagnant, moins la double prime. Le seul problème, c'est la double prime. Comment va-t-on rembourser cette double prime? Eh bien, messieurs, dames, oui, on ne dit plus mesdemoiselles, vous savez, depuis la loi de 2005. Donc, mesdames, messieurs, vous adaptez, toujours, comme dans le marché. Eh bien, vous achetez un call à 14, vous achetez un put à 14. Votre gestion optionnelle sera terminée. Il est fou. Il nous dit depuis le début qu'il faut les acheter, les vendre, faire des spreads. Mais où est-ce que je veux en venir? Eh bien, vous allez le gérer en gamma. Vous savez très bien dans les dîners en ville de dire ouais, de toute façon, ma position, je la gère en gamma, mais je sais pas. Ça veut dire quoi, la gérer en gamma?
Ça veut dire tout simplement, le col 1,14, il a un delta de plus 50%. Je vous ai dit, quand c'est à peu près au truc, c'est plus 50. Le put, c'est moins 50. N'oubliez pas que c'est le droit de vente. Ça fait donc delta 0, delta neutre. Mais si le marché monte à 1,15, à 1,16, à 1,17, le prix du call va monter, le prix du put va diminuer. Et ça veut dire quoi? Le delta du call va monter, le delta du put va diminuer. Ce qui veut donc dire qu'on ne va plus être delta neutre. On ne va plus être en position dite 0. On va être en delta positif. Et comment on gère une position qui est en delta positif? En vendant du spot. Admettons que le delta global soit de plus 56 pour le delta du call et moins 44 pour le delta du put. Parce que vous allez voir, il y a une symétrie. Alors c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a des biais. Restons simples, en plus j'ai même pas de bureau, mais c'est pas grave. Donc ce qui veut dire que vous avez un delta de plus 8, 56 moins 44. On est bien d'accord. Donc là, il va falloir, si votre unité c'est million d'euros dollars, vendre 8% de 1 million d'euros dollars à 1,15, admettons. Vous allez me dire, mais on vend 8%. S'il monte à 1,16, le delta va encore monter et il va être à, on va dire, 7% de plus. Parce que là, ça va diminuer. Il faudrait beaucoup de cours pour vous expliquer qu'on augmente de 8 au premier pas, on augmente de 7 au deuxième pas. Donc en tout, ça fait déjà 15%. Si le marché rebaisse, vous avez toujours votre call et votre put en portefeuille, 1,14. Et bien là, vous allez racheter le spot. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez vendu du spot pour 7% de plus à 1,16 et vous allez en racheter à 1,15. Vous êtes en train de clôturer des profits. En d'autres termes, vous êtes en train de faire, comme on dirait dans notre jargon, une gestion delta neutre gamma positif. En d'autres termes, vous vendez à 1,16, les 7% de plus. S'il redescend à 1,15, vous recalculez votre delta global et là vous verrez qu'il faudra en racheter 7. Donc vous aurez vendu 70 000 euros dollars à 1,16 que vous rachèterez à 1,15. Et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La prime originelle du call 1,14 et du put 1,14, ben vous êtes en train de la financer progressivement. Et il y a un moment, admettons que la position que vous aviez achetée était sur 3 mois. Mais vous allez voir que si vous faites ça bien suivi, en 2 tiers du temps, vous aurez entièrement financé votre prime call 1,14 et put 1,14. Donc au bout de 2 mois, sur les 3 mois, vous aurez rendu gratuit votre straddle 1,14. Vous aurez un call 1,14 en portefeuille, un put 1,14, mais qui vous aura rien coûté parce que vous aurez, grâce à cette technique de spot en delta et scrupuleusement suivi, et ça c'est méga important ce que je suis en train de vous dire, scrupuleusement suivi, avec une discipline de fer. Parce que le problème du trading, c'est quoi? C'est quand les gens, allez, au bout de 15 jours, 18 jours, ils se disent, bon ben là, on va pouvoir en acheter un peu plus, un peu moins, parce que tel indicateur me dit que si, que ça, ben là. Là, vous êtes en train de déconner. Peut-être que vous auriez raison. Peut-être. Mais c'est pas ça, la gestion delta net gamma pot. Ce que je suis en train de vous apprendre, c'est une gestion qui est faite par des industriels, par des entreprises. Vous savez, EADS, EDF. Qui sait que EDF, Électricité de France, hein, pas EDF Man, de courtier britannique de matières premières, où j'ai beaucoup d'anciens qui y travaillent d'ailleurs à Londres. Électricité de France. Depuis 1983, vous entendez? Donc ça fait déjà 32 ans. À une salle de marché. Absolument. À un moment, ils étaient au pôle Saint-Denis, vous savez, à côté du Stade de France. Maintenant, ils sont à Wagram. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils gèrent la trésorerie, taux et devises de l'entreprise publique EDF. Absolument. Et ils font des swaps, et ils font des options, et ils font des techniques de gestion que je vous dis, de façon industrielle et très bien. Ils font ça très bien d'ailleurs.
en silence, discrètement. Saint-Gobain. Saint-Gobain, dont un de mes anciens, François-Xavier Olderit, est directeur de la petite salle des marchés de Saint-Gobain, promo 2002. Et ils font quoi? Pareil. Ils font du delta, du gamma. EADS, ex-aérospatial. Ils font des produits structurés, des options exotiques, du delta, du gamma, tout ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut surtout pas en parler. Nos amis agriculteurs pourraient faire cela. Aux États-Unis, ils le font. Depuis 1848, je vous rappelle. 1848. C'est juste une problématique de gouvernance et surtout de manque de volonté politique. Il faut appeler un chat un chat. Mais de qui? De la construction européenne même et de tous les États. Les uns comme les autres d'ailleurs. Pourquoi? Manque de culture économique et financière flagrante. Totalement flagrante. C'est pour ça que je suis heureux que ce salon du trading existe, parce qu'on ose le dire. C'est de la gestion. Là, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est de la gestion. Millimétré, au delta. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais ça c'est vos discours, vous avez vu les accidents, la baleine de JP Morgan. Alors si vous étiez il y a 2 ans à la conférence, y a-t-il effectivement une French Touch des traders voyous? Conférence, c'est celle-là, et je remercie donc Franck Rougeau, qui est également un ancien du Pole Trading SSK, de faire ce petit film. Il faut bien comprendre une chose, que chaque fois qu'il y a des accidents industriels en termes de gestion de produits dérivés, c'est parce qu'il y a des personnes physiques qui ont pété à un moment ou à un autre un câble, comme on dit de façon triviale, on va dire. Le problème de fond, c'est ça. Le problème, c'est que le recrutement des personnes qui font ce type de gestion est souvent fondé sur des critères techniques, trop techniques, mais pas assez sur le mode comportemental. Moi, je dis à mes étudiants, considérez toutes les batteries de tests que les ressources humaines vont vous faire, non pas subir, mais pro-réagir. Quand on recrute des cosmonautes ou des pilotes de chasse, on leur fait faire des tonnes d'exercices. Et les gens adhèrent à ça. Absolument. Ils en sont parfaitement conscients. Eh bien, dans nos métiers de gestion de produits dérivés, de risques et tout, il faut accepter d'être contrôlé. Et il peut y avoir une péremption du produit, si je puis me permettre l'expression, comme une option qui a toujours une échéance. Il faut bien comprendre ça. Donc il faut être sain d'esprit, d'une certaine façon, totalement. Tous les accidents industriels que Abacus, Goldman, enfin, avec Fabulous, Fabrice Tour, les Kerviel et autres, qui avaient fait cette conférence il y a 2 ans, vous pouvez la retrouver sur YouTube, c'est ou une logique de revanche ou de vengeance par rapport à des humiliations passées. Mais là, on est dans le domaine de la gestion, de la finance, de l'argent. On n'est pas là pour étaler des états d'âme, surtout quand ça fait perdre des fortunes. C'est combien 5 milliards d'euros de pertes? Combien c'est de financement de PME? Alors je ne vais pas la jouer en combien c'est de SMIC. Combien c'est de la pérennité des entreprises, la durabilité des entreprises? De combien? Donc, attention, Colin 14, Poutin 14. Vous êtes raisonnable, vous l'achetez. Après, vous vous dites, j'ai compris comment fonctionnait la gestion en delta neutre, gamma positif. Je vends le spot, je l'achète. Mais surtout, si vous commencez à le faire, admettons, le premier jour, il faudra le faire le 23e jour, il faudra le faire le 44e jour, et tous les autres jours. En d'autres termes, que si vous commencez à faire ce type de gestion-là, il faudra la faire tous les jours. Vraiment, tous les jours. Si vous êtes prêt à cette discipline, à cet apprentissage,
le monde des options, en tant que finalement gestion de couverture, vous est offerte. Parce que regardez la note position, si vous avez réussi à gérer le spot, et réussi à rendre gratuite la double prime call 1,14, put 1,14. Le dernier mois qui vous reste. Alors pourquoi je dis 2 mois sur 3 mois? En général, une bonne gestion delta nut gamma positif, il vous faudra à peu près 2/3 du temps de la vie de la structure. Alors si c'est une stratégie sur 6 mois, il vous faudra 4 mois. Pour arriver à rendre gratuit, alors ça c'est une moyenne, la double prime payée au départ. Alors franchement, ce genre de méthode de trading, c'est vraiment à votre portée, je vous assure. C'est vraiment pas très compliqué. C'est juste une question de discipline, une question de rigueur et surtout une question de suivi de la position tous les jours de la période. Aujourd'hui, la magie des ordinateurs, des téléphones et tous ces outils permettent de faire ça à distance, mais il ne faut pas louper un jour. Vraiment pas. Parce que vous loupez un jour, il a pu y avoir un événement, le θ, les volatilités ont pu beaucoup baisser, vous avez pu louper un pas dans votre gestion du delta nut gamma positif. Vous avez pu en louper un. En vous disant, ah zut, c'est passé. Ben, voilà, terminé, trop tard. De toute façon, vous le savez, je pense que si vous traînez un peu sur du delta one, vous êtes déjà dans cet état d'esprit. Enfin, du moment où on prend des positions sèches, là, vous vous rendez compte que c'est plus du trading pur et dur. C'est finalement du trading de spot, mais non pas avec les règles de l'analyse technique comme on vous apprend ici, avec les règles du delta nut gamma positif qui prévalent parce que vous avez toujours ce fameux straddle qui est toujours là, jusqu'au bout. Le straddle 1,14 que vous avez en portefeuille, call 1,14, put 1,14, avec un spot 1,14, vous le laissez vivre sa vie jusqu'au bout. En d'autres termes, il y a des gens qui vous disent, mais attendez, vous ne faites pas des options, vous faites que du spot. Sauf que là, on fait du spot, certes, mais avec le filet de sécurité du straddle. C'est pas tout à fait la même chose. Alors que là, messieurs, dames, quand vous faites effectivement du delta one, ben vous n'avez aucun filet de sécurité. Si ce n'est votre rigueur, si ce n'est vos stop loss, effectivement, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche. Mais voilà, alors que là, vous faites cela en tenant compte vraiment des chiffres, c'est-à-dire si vous avez 7% à faire, vous faites 7%, vous n'en faites pas 15, vous n'en faites pas 25. Même si, quelque part, vous pourriez tenter en faire d'autres. Alors, à la limite, si effectivement, vous voulez en faire plus, parce que vous avez vu qu'il y avait un bon coup, ben, quelque part, il faut extraire du portefeuille de la gestion du straddle, et le surplus que vous feriez, vous le mettez dans un autre portefeuille. Mais surtout, vous ne confondez pas la gestion du straddle, qui doit être extrêmement rigoureuse avec le spot, et puis du spot que vous feriez en plus, parce qu'effectivement, vous vous dites à 1,15, là, il va falloir en vendre plein, parce que ça va retracer jusqu'à 1,13, alors que, voilà, et ça, entre guillemets, c'est à vos risques et périls, vous le savez bien. Voilà, donc, il est 12h32, il y a énormément de choses, et c'est ça qui est absolument fabuleux dans le trading d'options, c'est qu'il y a énormément de stratégies. On va être dans un panel, c'est comme si on passe du 2D au 3D. Enfin, mais c'est ça. Parce que là, vous avez une dimension où les instruments par eux-mêmes, effectivement, varient des positions. Donc vous pouvez avoir des tas de situations. Voilà. Bien, je vous remercie de l'écoute. On se retrouve à 13h30. Donc si vous voulez voir nos étudiants sur le stand de l'ESSK et Ball Trading, vous pouvez les voir. Et moi, je reviens pour la conférence justement sur la fin du capitalisme, M. Piketty, le Grexit, le Brexit, tous les sujets qui fâchent un peu et dont on entend beaucoup moins parler en ce moment, alors que rien n'est résolu. Rien n'est résolu. Mais non, malheureusement. Merci à vous, merci de votre écoute.